Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un post ciné-critique, je vais vous parler de ce qui est pour beaucoup la sensation nouveauté cinéma de ce mois de janvier 2024 que pas mal de gens ont pu voir en avant-première le premier mais qui est sorti ce mercredi 17 nationalement en France. Bien sûr, vous l'avez compris avec le titre de cette vidéo, Pauvre créature ou en version originale, Poor Things, nouveau brûlot du grec Yorgos Lanthimos qui maintenant roule sa bosse à l'international et quelques années après La Favorite où nous avions déjà Emma Stone dans un rôle, on va dire, quand même très important, mais peut-être le deuxième rôle, là, on la retrouve vraiment dans le focus number one, on ne voit qu'elle, et forcément, elle donne beaucoup de son talent, ça j'y reviendrai. À ses côtés, nous avons Willem Dafoe, Mark Ruffalo, et dans des présences plus secondaires, Rami Youssef, Christopher Abbott, Margaret Qualley, plutôt dans la deuxième partie, Anna Schygulla aussi, qui est là, une actrice qu'on connaît bien et qui apparaît dans quelques scènes sur le bateau. Personnage très intéressant d'ailleurs, et même pour nous Français, puisque ça se déroule à Paris à certains moments, Suzy Bemba et Damien Bonnard, enfin Damien Bonnard, quoi, que lui on a beaucoup vu dans pas mal de productions assez récentes, hein, d'ailleurs. Alors, évidemment, ici, nous sommes dans un film qui risque de beaucoup faire parler sur la toile, à l'image de Babylone, sorti vaguement à la même époque l'année dernière, sorte de drame fantastique à la lisière de l'horreur, mais surtout de l'émancipation aussi, avec une caution sociale, où nous allons suivre Bella Baxter. Donc ça, c'est le personnage principal qui balbutie ses premiers pas dans le monde, car en fait, il s'agit d'une créature, ou plus exactement d'une femme à qui on a donné une deuxième chance, qu'on a ramenée à la vie. Alors c'est un peu plus compliqué, mais je ne dis pas exactement comment, etc. En tout cas, elle est là. Elle redécouvre le monde autour d'elle comme un enfant. Et donc elle a été ramenée quelque part là, par un docteur, Godwin Baxter, donc, qui fait d'elle un peu sa fille d'adoption. Et un monsieur qui lui-même est une forme de créature. Ça, on y reviendra. Et donc Bella, à un moment, elle est promise un train-train quotidien, on l'étudie, elle évolue, tout ça, c'est un petit peu le cobaye. Et un beau jour, elle va peut-être avoir envie d'aller ailleurs. On va lui mettre potentiel futur mari dans les pattes, mais il y a un avocat qui débarque, qui vient faire signer le contrat d'ailleurs, joué par Mark Ruffalo, qui lui promet quelque chose d'autre. Il la kidnappe, hein, grosso modo, enfin, disons que sous la bénédiction du père qui n'a pas trop le choix. Il va l'amener ailleurs et la libérer de cette prison, pour mieux l'enfermer dans une autre forme de prison possession. Mais elle va quand même parcourir une partie de l'Europe, hein. Elle va aller à Lisbonne, on va faire un petit détour à Alexandrie quand même, et puis on va arriver vers Paris, avant peut-être de revenir à Londres, parce que je vais y revenir, mais le film effectue une forme de boucle, plusieurs boucles d'ailleurs. Et donc, on va voir Bella prendre confiance en elle et gagner en liberté, en assurance, tout en remettant en cause, par, on va dire, son statut d'enfant dans un corps d'adulte, certaines conventions sociales et évidemment patriarcales. Alors ça, évidemment, sur le plan acerbe et bien entre-dedans contre une certaine bourgeoisie et contre certains hommes, le film, il va franco, entre moments bien sérieux quand même, de réflexion philosophique, et un décalage humoristique, là-dessus, c'est assez riche thématiquement. Et bien sûr, très dense aussi sur la durée, hein, plus de 2 heures, 2h20, beaucoup de choses qui vont se passer, et sur l'aspect esthétique, c'est du Yorgos Lanthimos, qui va en fait poursuivre ici quelque part ce qu'il a entrepris dans La Favorite, en jouant plus sur l'aspect historique, que l'aspect plutôt dystopique, mais quelque part il mixe les deux, parce qu'on a l'impression d'être dans une forme d'ère victorienne, on ne sait pas trop, mais très vite on se rend compte qu'on est dans un univers quasi factice du point de vue de Bella, avec des décors qui font assez carton-pâte, un petit peu artistico-peinture, mais on n'a jamais le côté palpable du réel, si ce n'est dans certaines reconstitutions de Paris, mais même, on a l'impression que c'est pas vraiment ici le délire de Lanthimos. Il n'a pas voulu ancrer ça dans une forme de réalité. Et c'est peut-être ça aussi l'un des problèmes d'un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié sur certains points,
mais avec lequel j'ai eu un petit peu de mal. Et là, je ne vais pas rentrer dans le train de la hype, hein, parce que 80% des retours pour l'instant sont très positifs, voire même dithyrambiques. Ça parle déjà de meilleur film 2024, et oh, un petit peu de calme. Pour moi, ce n'est même pas le meilleur film du 17 janvier. Je vous renvoie à ma vidéo sur Les Chambres Rouges, un film québécois que je vous conseille vivement. Et ouais, comme quoi, ce n'est même pas le meilleur film que j'ai vu le mercredi 17 janvier 2024, et pour beaucoup, c'est peut-être celui-ci le meilleur film de 2024. Bon, après, c'est quand même très bien sur pas mal d'aspects. Mais je vais commencer par le souci, donc je vais quand même essayer d'expliquer. Ce n'est qu'un premier visionnage, je suis à chaud. Parfois, j'encense un film comme ça, et puis quelques mois après, en le revoyant, j'ai des petites réserves. Peut-être que celui-ci connaîtra l'effet inverse, et que je le reverrai dans quelques mois et que je le reverrai à la hausse. On n'en sait rien, mais en tout cas, là, sur le moment présent, je trouve que à trop esthétiser, à trop décaler son univers, qui, alors évidemment, est florissant, hein, sur l'aspect un peu pseudo-baroque, quelque part visuellement par moment entre les délires de Lars von Trier et de Terry Gilliam, mais c'est ce que j'ai ressenti, mais tout autre. Passage du noir et blanc à la couleur, ça j'y reviendrai, pourquoi pas, pourquoi, on verra. Ce qui est sûr, c'est que à un moment, je me suis un petit peu laissé trop déconcentré, on va dire, par cet univers très factice, et que le propos, le fond du film, le message, les thématiques qui sont vraiment très bien, sont un peu noyés là-dedans, dans des effets d'esbrouf, je trouve. Je ne vais pas aller dans le camp de ceux qui pourraient dire « Ouais, on en fait trop, Emma Stone, c'est vrai, son personnage, trop de focus, trop de décalage. » Non, ça c'est très bien, parce que ça rentre vraiment dans l'histoire et dans le message. Mais est-ce que c'était nécessaire d'ancrer ça dans une forme de fausse réalité? Alors je veux bien y croire, dans le sens, c'est du point de vue de Bella qui découvre un monde, forcément, qui n'est pas celui qu'elle croit être, parce que elle va vraiment découvrir son vrai contenu, et à la rigueur, quelque part, vers la fin, sans en dire plus, on retourne dans un monde qui paraît plus réaliste, la toute dernière fin, voilà, enfin, un peu avant la toute dernière fin, mais bon, quand même. Et le problème, c'est que quand tu veux faire passer un message très fort, très intense, qui a des échos sur la vie moderne aussi, la difficile accession à une émancipation, une liberté, tout simplement l'envie d'entreprendre sa vie comme elle l'entend pour une femme dans l'histoire, et ici donc dans une époque lointaine, mais on te représente ça dans un univers qui paraît pas concret et palpable. Pour moi, c'est un peu dommage, parce que vu la puissance et la force du propos qui est là, c'est quand même étrange qu'on essaye, clairement, je le dis, de l'édulcorer dans un truc un petit peu baroque, bariolé, un peu fantaisiste, bizarre, avec de l'humour. Oui, bon, ça à la rigueur, hein, voilà, ça marche, hein, sur ce que c'est, parce que des fois, il y a quand même, on pointe du doigt des trucs. Mais ouais, c'est un film de monstres aussi. Alors, les monstres sont partout, les monstres sont souvent les hommes d'ailleurs. Et la créature qui est ici ramenée à la vie, c'est peut-être celle qui va avoir le plus de vie et la seule qui est vraiment humaine. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est intéressant. Mais je sais pas, voilà, j'ai pas accroché des masses à l'aspect esthétique. Je ne parle pas forcément ici de la mise en scène de Lanthimos, qui est telle qu'on la connaît dans sa filmographie, de ce que j'ai vu de lui jusqu'ici, hein, avec souvent des fisheye, l'image qui se déforme, qui s'arrondit comme ça, des plans un peu plus lointains comme ça. On est du point de vue de Bella, mais aussi parfois la caméra l'observe, hein, c'est une expérience vivante, c'est un cobaye, et aussi on l'observe parfois de loin ou paumé dans ce monde qu'elle découvre. Donc ça fait sens, ici, la mise en scène. C'est plus sur l'aspect contexte et décorum que j'ai du mal. Et ça peut être embêtant, surtout que parfois le film insiste sur des trucs. Tout ce qui se passe à Paris, ça dure trop longtemps, pourtant le message est primordial, mais on ne le développe pas suffisamment là, voilà, le côté politique vraiment engagé, et on en fait trop sur tout le reste. Voilà, attention, hein, je ne suis pas en train de faire mon faux prude ici, parce que oui, il y a des scènes très osées, c'est pas ça le problème, c'est qu'à force de vouloir être dans la répétition, à un moment, on s'essouffle. Et c'est vrai que le film a quand même ce gros ventre mou sur Paris, mais j'en dis pas plus, parce qu'après je vais pas rentrer dans les détails. Et alors, les thématiques, elles sont là, évidemment, elles sont claires et nettes, et c'est très fort, parce que, pour le coup, on a cette créature qui s'émancipe de son créateur. Et qui va partir dans son odyssée d'initiation, et qui revient après, hein, comme Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, revient au bercail, mais
Je dis pas plus. On voit au début que c'est quand même une femme qui, avant, dans son existence précédente, a probablement souffert. Le premier plan est clair, d'ailleurs. Et après, ben, on la voit renaître dans un huis clos, d'où le côté noir et blanc, d'ailleurs, hein, parce que c'est très old school, machin. Ça va vous faire penser, bien sûr, à Frankenstein, évidemment. J'ai pensé aussi un peu à Elephant Man, version David Lynch, d'ailleurs. Hein, l'utilisation de ce noir et blanc, le docteur... Alors les rôles sont inversés, parce que dans Elephant Man, c'est le docteur qui s'occupe de Elephant Man. Là, ça pourrait être le cas aussi, mais là, c'est un peu le docteur qui pourrait faire figure de Elephant Man par rapport au regard des autres, parce que lui aussi, il est considéré comme un monstre, il est différent, et il difforme, on le voit dans la bande-annonce. Donc il y a ça qui est, oui, c'est passionnant de voir comment il veut la posséder, mais en même temps l'aider. Et après c'est pareil d'ailleurs, effet miroir, le personnage de Mark Ruffalo qui veut l'aider, mais la posséder, parce que l'amour possède. C'est un film où en gros on te dit que si tu tombes amoureux, attention à la possession. Okay. Donc avant d'être amoureuse, hein, elle veut entreprendre sa vie, avoir d'ailleurs la liberté de son corps aussi, c'est très important, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes de sexe, et c'est très bien. Voilà. Mais à un moment... Et puis bon, l'idée de boucle, ça par contre je trouve ça intéressant, parce que bah elle revient comme ça, hop, de Londres, elle revient à Londres, mais il y a aussi le personnage qui limite pas assez développé, mais qui l'est suffisamment pour que ça soit intéressant, du docteur Godwin, hein, God, Dieu, bon voilà, hein, c'est Dieu qui crée une créature, enfin il la ramène à la vie, donc c'est encore vraiment plus fort, hein. Donc joué par Willem Dafoe, qui donc a ce faciès très étrange, et dont on apprend qu'il a lui-même été sujet des expériences de son père, qui n'a pas connu l'amour, et qui a été sacrifié pour la science, pour l'hubris du paternel, qui était le dieu, qui a créé un dieu, qui crée peut-être son propre dieu par la suite, puisqu'elle va avoir la liberté de faire ce qu'elle veut, peut-être. À la fin, je pense que c'est clair, hein. Sans en dire plus, le final fait qu'elle est quand même plus ou moins arrivée au top, d'une certaine façon. Et puis bah ouais, c'est passionnant. Du coup, ce personnage Willem Dafoe, il est passionnant. Voilà. Et c'est intéressant de voir la relation qu'il a avec sa fille, sa création, et à un moment, est-ce qu'il va avoir cette rédemption ou pas, parce qu'il se rend compte de certaines choses. D'ailleurs, tout son bestiaire aussi, avec des animaux hybrides, c'est un film hybride de toute façon, vraiment. Profondément hybride, passionnant sur le fond, les thématiques et tout, mais il y a des moments où tu te dis pourquoi on crée ça. Alors oui, c'est sûr, c'est original, tout ce que tu veux, mais pourquoi forcer sur cet univers? Bon bah, pourquoi pas, c'est du cinéma, voilà. Faut pas que je fasse mon pisse-froid non plus, mais c'est en tout aussi, le 7e art. Et là, je trouve qu'à un certain moment, on a du mal à... Voilà. Et ouais, donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus sur le film? Il y a des scènes qu'on va retenir, bien sûr. Des moments sur le bateau passionnants avec le personnage de Anna Schygulla, où elle prend conscience philosophiquement de son aspect de liberté, et de pouvoir être une femme libre, qui pense, qui lit, qui réfléchit comme elle l'entend, et qui pourrait même devenir une scientifique. C'est un petit peu peut-être ce qu'elle pourrait devenir, si elle veut remplacer le père à un moment, qui lui-même a remplacé le père, hein. L'idée de boucle, elle est là, de transmission. Il y a des scènes passionnantes avec Anna Schygulla et le personnage de Christopher Abbott qui sont ensemble, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui ont réfléchi sur l'humain. Version un peu cynique. Et en effet, tous les êtres humains du film, plus ou moins, à part le personnage d'Anna Schygulla, à part celui aussi de Toinette, joué par Suzy Bemba, et donc bien sûr le personnage de Emma Stone, tous les personnages autour, masculins en fait, tous les personnages masculins sont montrés de façon négative, possessive, patriarcat, tout ça. Et c'est intéressant de voir à quel point il y a un mal-être dans la société, dans les conventions, alors de l'époque, mais on peut toujours en faire des échos dans certains points du monde d'aujourd'hui. Voilà. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est un film, on peut en parler pendant des heures, mais je vais pas trop en rajouter ici, ça reste un pro-ciné critique, puis je pars un peu dans tous les sens. C'est le film où quand tu en parles, tu as envie de partir dans tous les sens. C'est déjà bien, c'est quelque chose de riche, c'est pas quelque chose sur lequel on n'a rien à dire, et ça, déjà, je trouve que c'est une réussite, rien que pour cela. J'ai juste des réserves, mais quand même, c'est vraiment un bon film. Je préfère, je pense encore, dans sa filmographie, La Favorite, qui peut-être justement avait vraiment bien mélangé le fond et la forme jusqu'au bout, dans une certaine réalité aussi. Là, il a voulu aller un peu ailleurs, mais c'est son choix. La musique très très bien aussi, il y a quand même des thèmes, voilà, et puis la scène de la danse que vous voyez dans le trailer, en extrait, elle fait sens. Dans l'apprentissage, dans la liberté, elle fait sens. C'est vraiment très fort en fait comme scène en soi. Rien à voir avec ce que certains auraient pu imaginer. Mais bon, voilà, à vous la parole maintenant, parce que là j'ai envie qu'on débatte en commentaire, hein, si vous avez adoré le film ou détesté, parce que je sais pas, peut-être que des gens vont complètement détester, on peut rejeter ce genre de proposition. Moi j'ai aimé, mais je mets quelques réserves, quelques bémols, en attendant une relecture plus tard et plus de réflexion dessus ces prochains jours. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.